maintenant, eh ben, le mot océan est apparu et il paraît que c'était une très grande victoire. Moi, j'avoue que ça m'avait un petit peu surpris, mais bon, dans le système onusien, ça se passe comme ça. Alors par contre, ce qui est important, c'est que maintenant, c'est entré dans les préoccupations et à chacune des COP, il y a une journée spécifique sur l'océan. Donc il y a eu ce déclencheur à la COP 21 et qui est suivi maintenant des faits et l'océan est maintenant pris en compte dans les négociations. Alors, ces trois organismes que je viens de citer, donc Fondation Recherche pour la Biodiversité, CRIOB et puis donc la plateforme Océan et Climat, ont organisé en juin dernier un colloque sur la problématique des récifs coralliens, mais avec le mot solution, parce que on décrit assez bien malheureusement les problèmes, et puis les gens en sortant d'une conférence telle que celle-ci disent bah oui d'accord, bravo, oui, bon vous avez bien identifié les problèmes, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est vrai que c'est quand même plus satisfaisant si on ressort en se disant bah oui, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, plutôt que de dire on est sur un constat d'échec, et puis échec, et c'est tout. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a quand même des indications très défavorables qui tombent de plus en plus souvent maintenant. Ce qui a été dit donc le 20 juin dernier est malheureusement plus d'actualité compte tenu du récent rapport du GIEC là, qui a été présenté début octobre où les projections du GIEC sont encore plus catastrophiques que ce qui a été présenté à l'occasion de ce colloque. Enfin bon, ce colloque se voulait quand même positif, optimiste d'une certaine manière en disant on peut quand même faire des choses. Donc il se trouve que les organisateurs m'avaient demandé d'être le modérateur d'une table ronde et puis quand ils ont su qu'il y avait ce festival, donc vous voyez le festival de l'image et du film et de l'image des mondes sous-marins de Trébordin est connu hors les murs de Trébordin, puisque donc ce sont ces organismes vraiment parisiens, on peut dire, qui m'ont dit mais ça serait une belle opportunité de rapporter les conclusions de ce colloque lors de ce festival, ce que je vais faire avec plaisir maintenant. Bon, donc je suis Michel Ignette, là il m'avait collé l'étiquette, parce que j'ai un certain nombre de casquettes, mais il m'avait collé l'étiquette de président honoraire, puisque je suis à la retraite maintenant, de l'Union des conservateurs d'aquarium. Il se trouve que j'ai dirigé l'aquarium de la Porte Dorée à Paris, et que j'ai été cofondateur et président au long cours, je dirais, de l'Union des conservateurs d'aquarium. Et quand j'ai dit à mes collègues, alors ce que je disais chaque année, il faut changer de président quand même, bon, quand j'ai dit à mes collègues là, maintenant c'est irréversible, puisque je suis à la retraite, je ne peux plus statutairement continuer. Donc ils m'ont demandé de continuer, mais alors avec le mot honoraire, ça fait pas beaucoup de modifications, mais enfin bon, c'est sous cette étiquette que les organisateurs du colloque souhaitaient me présenter, sachant que l'Union des conservateurs d'aquarium fait partie de la Fondation Recherche pour la Biodiversité, donc c'était un petit renvoi. Mais j'interviens aussi également cet après-midi un peu sous la casquette Armor Science, qui est une association de diffusion de la culture scientifique locale. Et je vous invite bien évidemment à aller sur le site www.armorscience.com pour voir quelles sont les activités et notamment vous dire qu'un certain nombre des conférences qui ont eu lieu pendant le festival ont été filmées et que vous pourrez, si vous n'avez pas assisté aux conférences en direct, vous pourrez retrouver ces conférences sur le site. Il y a une rubrique vidéothèque où les conférences sont disponibles. C'est libre d'accès, donc n'hésitez pas à les consulter et à en parler aux gens autour de vous si vous pensez que c'est utile. Donc on va passer maintenant donc à la problématique des récifs coralliens. Alors bon, quand même de replacer un petit peu le problème. Bon, les coraux individuellement, c'est des animaux absolument minuscules. Hein. Vous voyez sur la gauche là un polype. Donc vous voyez c'est un animal avec des tentacules. Mais ces animaux minuscules, comme ils vont être multipliés à grande échelle et être les uns à côté des autres, vont former des constructions, des bioconstructions, c'est le mot qu'on emploie, qui sont absolument énormes, qui sont visibles de l'espace. Et donc, pourquoi ? C'est parce que chacun de ces animaux sécrète un petit squelette calcaire et la multiplication de ces animaux, qui peut être par voie sexuée, mais peut être aussi par voie asexuée, par bourgeonnement. C'est-à-dire qu'un polype va se diviser, donner 2 polypes. Alors, du point de vue patrimoine génétique, évidemment, les 2 polypes auront exactement le même patrimoine génétique. Il n'y a pas de variabilité
variabilité, ce qui d'ailleurs peut poser un certain nombre de problèmes s'il advient des changements au niveau de l'environnement, parce qu'il y a peu de capacité d'adaptation, puisque tous les animaux ont exactement le même patrimoine génétique. Donc si l'environnement change et que ce patrimoine génétique n'est pas adapté à ce nouvel environnement, ben, c'est l'ensemble de la colonie évidemment qui disparaît, puisqu'il n'y a pas de capacité de résilience. Donc chacun de ces animaux sécrète un minuscule squelette calcaire, le voisin également, et donc tout ceci ensemble fait un récif corallien, c'est du calcaire dur. Alors dur, on a eu une conférence sur la bioérosion qui nous a montré que c'était pas si dur que ça, parce qu'il y a plein d'organismes qui perforent dans tous les sens, mais enfin bon, c'est quand même quelque chose, une construction calcaire importante. Donc vous avez quelques chiffres là qui vous donnent des indications, et j'attire votre attention sur la récif barrière de Nouvelle-Calédonie, donc qui se trouve en France. On a vu 2 films, 1600 km, hein, c'est quand même considérable. Et vous voyez que la grande barrière de corail d'Australie est plus importante, mais on va en parler ultérieurement, a subi des catastrophes sur les 3 dernières années, hein, parce qu'il y a eu des épisodes de réchauffement importants, et donc la grande barrière de corail a énormément souffert. Alors, on le sait pour la grande barrière parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent en Australie, mais il y a plein d'endroits où il s'est passé la même chose, notamment dans le Pacifique, mais où les chercheurs ne sont pas présents et où on n'a pas accès à l'information. Donc, je serais amené à vous dire que la goélette Tara, qui est rentrée hier à Lorient, justement, a fait un périple important dans le Pacifique, et elle est dans des zones où on pensait que les coraux étaient en bon état, ont découvert des catastrophes que les populations locales ignoraient, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de plonger sur ces sites. Et puis, à quelques centaines de kilomètres de là, un autre atoll, eh bien, qui était en très très bon état. Donc en réalité, on voit que ces mortalités massives peuvent être très très localisées. Ça, c'est une démonstration du périple de Tara. Les résultats seront rendus publics dans quelques temps. Mais enfin, je vous donne déjà cette indication, c'est qu'il y a une très très grande variabilité géographique sur les problèmes que subissent les récifs coralliens. Alors la photo du milieu montre bien ce que de chacun des polypes, vous voyez donc ces systèmes et cette coalescence, hein, c'est-à-dire que les squelettes sont vraiment totalement juxtaposés, ce qui permet de faire ces formations massives. Et puis vous voyez quand même que c'est très 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 microporeux effectivement. Alors, quand on regarde de près ces polypes, donc on avait vu déjà un petit peu la photo qui est à gauche, au centre on voit un grossissement supérieur, et en bas à droite, vous voyez dans un polype, hein, on voit l'extrémité d'un polype avec l'espèce de bourgeonnement au bout, vous voyez toutes ces petites billes rondes brunes qui sont dedans, ce sont des microalgues. Donc le succès des coraux est lié à l'association, on parle de symbiose, à bénéfice réciproque, c'est lié à l'association entre le corail qui héberge des algues unicellulaires qu'on appelle les zooxanthelles, et puis ces algues qui se développent dans un milieu favorable, hein, puisqu'elles utilisent les déchets, notamment de carbone, d'azote, du métabolisme du corail, et elles, par la photosynthèse, produisent de la matière organique, et cette matière organique est utilisée par les coraux, et selon les cas, parce que les choses varient un peu selon les endroits, les espèces, mais on considère à l'heure actuelle que de l'ordre de 80 à 95% de la nutrition des coraux est assurée par les zooxanthelles. Alors, ils ont également une autre possibilité de se nourrir, c'est les polypes que vous voyez sont munis de cellules urticantes qui permettent de capturer du plancton. Donc il y a bien une nourriture qu'on appelle hétérotrophe, c'est-à-dire de capture dans les milieux d'un certain nombre d'organismes planctoniques, mais c'est une très très faible part, et la très grande majorité est assurée donc par ce que les zooxanthelles produisent. S'il n'y avait pas ces zooxanthelles, le système corallien ne pourrait pas exister, puisqu'on est dans des eaux qui sont très pauvres en plancton. Vous avez vu les très belles images qu'on avait tout à l'heure, mais qui montrent que l'eau est transparente. Si l'eau est transparente, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans.
et donc pas grand-chose à manger. Et donc ces organismes qui sont équipés physiologiquement pour capturer du plancton, ne capturent pas grand-chose s'il n'y a pas beaucoup de plancton. Et donc finalement, la dépense énergétique pour capturer du plancton ne couvre même pas, la capture ne couvre pas la dépense énergétique pour capturer. Donc c'est un système qui ne peut pas fonctionner s'il n'y avait pas ces zooxanthelles. Donc vous avez quelques photos en microscopie de ces zooxanthelles. Bon, où sont répartis les récifs coralliens? Eh bien, c'est dans la zone intertropicale, donc entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. Les températures, l'optimum serait à 26-27 degrés. Il y a des tolérances selon les espèces, avec des incursions, j'allais dire, de température jusqu'à 18 degrés, mais pas trop longues. Et puis, ça peut aller pour là aussi certaines espèces jusqu'à 30 degrés, mais à condition que ce soit des températures limites, mais qui ne soient pas de durée trop importante. Alors, en environnement peu profond, bien entendu, parce que ces animaux sont tributaires de la photosynthèse des zooxanthelles, et pour qu'il y ait photosynthèse, il faut qu'il y ait lumière. La lumière est absorbée par l'eau, et donc plus on descend, moins il y a de lumière, à la fois en quantité, mais également en qualité, puisque l'eau se comporte comme un filtre sélectif. Vous avez vu dans les films qui ont été présentés lors du festival qu'à partir d'une certaine profondeur, on n'a plus que du bleu, si on ne met pas d'éclairage artificiel. Donc le bleu pénètre à peu près, mais par exemple le rouge est totalement absorbé à 10 mètres de profondeur. Or, le spectre d'absorption de la chlorophylle fait qu'il y a besoin d'un spectre quand même un peu continu. Donc, en profondeur, les zooxanthelles ne peuvent pas, faute de lumière, photosynthétiser. Donc les coraux ne pourraient pas bénéficier de la nourriture apportée par les zooxanthelles, donc il n'y a pas de coraux en profondeur. Alors vous allez me dire, on a lu qu'il y a des coraux de grande profondeur, alors c'est exact, y compris d'ailleurs dans nos eaux, qui sont beaucoup plus froides, mais c'est un système qui porte le même nom, mais qui est totalement différent. Les récifs coralliens profonds, on ne va pas du tout en parler aujourd'hui, ça existe, mais ça n'a, du point de vue physiologie, rien à voir avec ce dont on parle maintenant. Bon, où sont situés les récifs coralliens français, parce que la France est dans une position tout à fait extraordinaire d'avoir, par le biais des collectivités de l'outre-mer, des récifs coralliens dans les 3 océans, Pacifique, ça on y pense bien sûr, océan Indien, mais également océan Atlantique. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que antérieurement, au niveau géologiquement, il n'y avait pas cette frontière que représente l'isthme de Panama, qui maintenant est une séparation physique totale entre le Pacifique et l'Atlantique. Auparavant, c'était ouvert, il y avait des échanges, ce qui fait que les coraux que l'on trouve en Atlantique, Caraïbes, sont très proches des coraux qu'on trouverait dans l'est du Pacifique. Bon, il y a eu cette fermeture, donc il y a eu évolution différente des deux côtés, donc ce ne sont plus les mêmes espèces, mais on a des espèces de poissons notamment qui sont tellement similaires d'un côté et de l'autre qu'on parle d'espèces vicariantes. Ces espèces qui vraiment ont le même mode de vie, beaucoup de traits communs même au niveau de leur morphologie, mais ce sont des espèces différentes parce que avec quelques milliers d'années d'évolution différenciée, c'est arrivé à des espèces différentes. Donc vous voyez la répartition là des récifs coralliens français, donc présents dans les 3 océans. Donc vous avez les surfaces, 60 000 km, 60 000 km², c'est important, et puis on a 20% des lagons au monde, et on est le 4e pays. Alors ça, c'est très beau de dire, on a beaucoup de récifs coralliens, mais le corollaire normal, c'est de dire on a des responsabilités à hauteur des récifs coralliens qui sont sous juridiction française. Alors, la productivité de ces récifs coralliens est importante et leur diversité, la biodiversité, c'est un mot qu'on emploie beaucoup maintenant, leur biodiversité est extrêmement importante. Les récifs coralliens recouvrent, alors là, il y a des discussions, là, le chiffre qui est cité, c'est 0,1, puis il y a des gens qui disent c'est 0,2, alors c'est peut-être 0,15% de la surface des océans. Bon, donc en réalité, les récifs coralliens, c'est rien
à l'échelle des océans, mais par contre, ils abritent 30% des espèces d'organismes marins. Alors moi, j'ajouterais des organismes marins actuellement connus et déterminés, parce qu'on n'est sans doute pas au bout de nos surprises. Donc ce sont des chiffres qui sont amenés à évoluer, mais à l'heure actuelle, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des îlots de biodiversité qui sont extraordinaires, et rien qu'à ce titre, c'est un patrimoine. Et donc c'est un patrimoine qu'il faut protéger comme tout patrimoine, qu'il soit artistique, culturel ou biologique. Alors, il y a une importance économique, bien entendu, au niveau des récifs coralliens. On considère qu'il y a 500 millions de personnes, quand même, qui dépendent des récifs coralliens. Ce matin, Lynn Tribolet nous a mis devant nos responsabilités en disant « Mais imaginez que ces récifs disparaissent, est-ce qu'on ne va pas avoir à gérer une problématique de 500 millions de migrants climatiques ?» Et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, donc si on peut préserver les récifs coralliens, c'est quand même la moins mauvaise solution, ne serait-ce que de manière très égoïste. Donc il y a 8% de la population mondiale qui dépend de ces récifs coralliens. Alors, les bénéfices pour ces populations, bien évidemment, c'est la pêche, c'est le fait de trouver une source de nourriture, c'est le tourisme. Le tourisme est très important et amène évidemment des devises. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas, c'est la protection du littoral contre l'érosion. Parce que quand vous élevez les vagues, alors soit déjà la houle est très très importante dans ces régions, mais quand il y a des événements extrêmes de type cyclone, voire tsunami, eh bien ces vagues se brisent évidemment sur les récifs coralliens, et de fait, l'énergie des vagues, qui arrive quand même à passer partiellement, est quand même très 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 diminuée. Donc ce qui arrive sur le littoral est relativement raisonnable par rapport à ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu ces récifs. Donc on a essayé de faire des estimations sur ce que le bénéfice, là, le mot coût ne convient pas, c'est le bénéfice que les humains retirent de la présence des récifs coralliens. Et il y a évidemment des chiffres qui... Bon, ce chiffre déjà de 30 milliards de dollars par an est relativement impressionnant, mais plus on fait de travaux, plus c'est revu à la hausse. Et bon, évidemment, pour arriver à ces résultats, c'est qu'on a fait des études très précises sur des petites portions de récifs coralliens. On arrive à donner une valeur sur 1 kilomètre, par exemple, linéaire, et puis après, on a tendance à le multiplier par le nombre, alors soit de kilomètres carrés, soit de kilomètres linéaires. Et puis on arrive à ces chiffres qui sont quand même des chiffres un peu au doigt mouillé, ce qui fait que moi je vous dirais que vous pouvez considérer que, bon, 30 milliards pourquoi pas, mais le chiffre qui nous a été donné ce matin par Lynn Tribolet, et j'en ai rediscuté avec elle après, elle a donné de l'ordre de 300, enfin elle a même donné 375 milliards. Donc vous voyez, on est à un facteur 10, et les arguments qu'elle a sont valables. Les arguments qui ont été donnés lors de ce colloque à 30 milliards sont valables. Simplement, ça dépend si on prend en compte le tourisme, si on prend les retombées directes ou indirectes. Bon. Donc, il y a des gens qui ont tendance à dire, pour convaincre les autorités qu'il faut protéger les récifs coralliens, on a intérêt à rassembler toutes les données qui concourent à l'aspect économique, puis d'autres gens qui disent ben non, on prend que ce qui est direct. Alors voilà la variation des chiffres, mais enfin, de toutes les manières, j'allais dire que ce soit 30 ou 300 milliards de dollars, ce sont des chiffres pas négligeables du tout qui nous montrent qu'on a tout intérêt à préserver ces récifs coralliens. Alors, on évoque les menaces, dont vous voyez d'un côté, sur la gauche, un récif corallien en bonne santé, et puis vous voyez que le même récif corallien a subi un épisode de blanchissement, donc je vais vous donner quelques indications sur ce blanchissement. Donc, on considère à l'heure actuelle qu'il y a 25% des récifs coralliens qui ont été détruits, et de manière irréversible, ça c'est terminé, et que 50% sont menacés d'ici 2050. Alors, ces 50%, déjà ce matin, on nous donnait 75% au lieu de 50%. Donc vous voyez qu'il y a des évolutions très très rapides. Et dans le dernier rapport du GIEC, que vous pouvez lire, c'est public, au niveau du GIEC, ils se sont positionnés sur ce rapport en disant si la température moyenne à l'échelle du monde entier, si la température moyenne s'élève de 1,5 degré, quelles vont être les conséquences ?
Et pour les récifs coralliens, c'était 95% des récifs coralliens menacés. Donc on voit que c'est encore plus pessimiste que les informations que nous avions jusqu'il y a peu de temps. Alors, il y a des menaces de tous ordres, il y a des menaces locales, bien entendu, quand on fait de l'aménagement. Vous voyez, si on fait une piste pour accueillir les avions, il va falloir remblayer le lagon, et si on remblaye, mécaniquement, ça pose évidemment un certain nombre de problèmes directs à l'endroit où on remblaye, mais également, quand on remblaye, on déverse des sédiments, il y a des fines qui vont se répartir beaucoup plus loin que l'endroit sur lequel on a travaillé, ne serait-ce qu'entraîné par les courants, ça se dépose sur les coraux et ça les étouffe. Donc il y a un impact très très local, mais en réalité qui est plus large. Bon, la surpêche, les problématiques de surpêche de tous ordres posent problème, bien entendu, parce que ça déséquilibre. En général, on surpêche quelques espèces, et le fait que ces espèces aient tendance à être en raréfaction vont entraîner des conséquences en cascade. Donc il y a à la fois le nombre d'animaux prélevés, bien entendu, mais la qualité de ces animaux, c'est important aussi. Je vais vous prendre un exemple. Si on surpêche le requin, alors on se dit le requin, si on était à La Réunion, les gens diraient allez-y, éliminez les requins, qu'on puisse aller faire du surf sans problème. Mais si on élimine les requins, il va y avoir des conséquences sur les espèces consommées par les requins. Alors les collègues à Hawaï ont fait une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont fait une très grand, alors on appelle ça un exclos, alors c'est un enclos, mais on fait en sorte qu'il y ait des animaux qui ne puissent pas pénétrer, et notamment que les requins ne puissent pas pénétrer. Et donc ils ont vu l'évolution du récif corallien sur lequel les requins n'avaient pas accès. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les proies préférées des requins se sont multipliées, et ce sont des mérous. Alors ces mérous étaient en plus grand nombre, et ces mérous ont consommé d'autant plus ceux qui consomment habituellement, à savoir des poissons herbivores. Or, dans les récifs coralliens, c'est constamment la compétition entre la croissance des algues et la croissance des coraux. Et les algues poussent beaucoup plus vite que les coraux. Donc, s'il n'y a pas des brouteurs d'algues, que ce soit des poissons herbivores ou des oursins notamment, eh bien, on arrive à un déséquilibre et le récif corallien est envahi par les algues et les coraux disparaissent. Donc, l'élimination des requins arrive à l'élimination du récif corallien. C'est un peu schématique ce que je vous dis, mais c'est pas faux. Donc la pêche a une importance vraiment très importante. Et vous voyez, alors pourquoi la pêche aux requins, c'est pas du tout pour la valeur nutritive des requins, de chair pas très prisée, ce qui se comprend par la physiologie de l'excrétion, puisque c'est de l'urée. Et donc, quand vous avez du requin ou de l'arrêt qui est pas très très bien conservé, c'est pas agréable, l'odeur d'ammoniac, vous la connaissez, donc c'est pas très bien valorisé, j'allais dire, la chair de ces animaux. Mais par contre, l'aileron de requin a une valeur économique absolument délirante par rapport à la réalité. Il paraît que ça n'a aucun goût d'ailleurs, c'est juste la sauce qui est importante. Mais du point de vue culturel, pour certaines populations, l'aileron de requin est très important, d'où sa valeur, d'où la surpêche au requin et les déséquilibres éventuels. Bon, vous avez là malheureusement une image de pêche à la dynamite qui a des inconvénients majeurs évidemment pour l'environnement, vous en doutez, quand on fait exploser de la dynamite, les coraux souffrent énormément, mais je dirais que ça a aussi un inconvénient majeur pour les populations locales qui utilisent la dynamite, parce que quand on va dans les villages de pêcheurs, quand on voit le nombre de gens à qui il manque une main, c'est quand même très impressionnant. Donc même pour les gens eux-mêmes qui pratiquent, c'est un problème majeur. Alors la pollution, vous avez bien entendu la pollution plastique. Ça, vous voyez, il est d'usage que l'on fournisse aux conférenciers une petite bouteille plastique. Et de temps en temps, effectivement, le conférencier a besoin. Eh bien là, je vous montre ce que je fais. J'ai une gourde, et c'est une gourde qui m'a été fournie par la fondation Surfrider, qui lutte contre les déchets plastiques en mer, donc petite publicité au passage, mais bon voilà, c'est bien, il y a des associations qui se mobilisent et qui font du bon travail, et merci à elles. Bon, pollution, alors elle est visible, cette pollution plastique, mais alors vous avez une pollution à laquelle on pense absolument pas. Vous avez là donc quelqu'un qui étale de la crème solaire, et évidemment dans ces régions récifs coralliens, le soleil est vraiment très présent, donc il faut absolument se protéger, je veux dire, sinon les carcinomes, les mélanomes, on y a droit. Donc c'est très bien de se protéger, mais il y a des systèmes de protection qui malheureusement posent de gros problèmes au niveau environnemental.
général, ce sont des systèmes de protection qui vont transformer l'énergie lumineuse et avec les rayonnements UV nocifs en chaleur. Bon, alors il fait chaud, mais on est au soleil, c'est normal qu'il fasse chaud. Mais du coup, ça protège effectivement la peau. Mais par contre, ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors ça, c'est des choses auxquelles on pense absolument pas. Mais on s'enduit de crème solaire, on va se baigner. On sait que 25% de ce qu'on a étalé part tout de suite en mer. Donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand on voit au niveau mondial ce que ça représente, c'est impressionnant. Et dans la mesure où là on a des perturbateurs endocriniens, on va avoir des modifications physiologiques sur les coraux qui peuvent entraîner des problèmes, notamment au niveau de la reproduction. Alors, nous sommes à l'heure actuelle dans une période de réchauffement climatique. Alors quand on parle de réchauffement climatique, c'est bien du réchauffement global. Hein, ça ne veut pas dire qu'à tel endroit, localement, est-ce qu'il y a un réchauffement à Trébeurdin? Je pense que beaucoup de gens vont pouvoir vous donner des contre-exemples en disant mais vous n'êtes pas crédible. Bon. Donc on parle bien de réchauffement climatique planétaire moyen. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus contesté à l'heure actuelle. Même ceux que l'on qualifie de climato-sceptiques n'ont d'argument que pour dire ok, il y a un réchauffement climatique, mais il n'est pas dû aux actions de l'homme. C'est ça les climato-sceptiques. Mais par contre, il n'y a plus de climato-sceptiques qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement. On a déjà dépassé cette étape. Bon, alors le réchauffement, il a deux inconvénients. Il y a un inconvénient au niveau du réchauffement, mais il y a quelque chose d'induit avec l'acidification dont je vous parlerai après. Le réchauffement fait que, je vous avais dit tout à l'heure, qu'il y avait des limites de température dans lesquelles les coraux se développaient bien. Et si ces températures sont plus élevées, il va y avoir une modification du métabolisme des zooxanthelles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ces algues contenues dans les coraux, et qui vont produire un certain nombre de produits oxydants. Ça va irriter les coraux et il va y avoir expulsion des zooxanthelles. Ce qui est un suicide alimentaire pour le corail. Mais entre une mortalité immédiate par agent oxydant et une mortalité un peu décalée par déficit nutritionnel, la réponse est expulsion des zooxanthelles. Et donc on va avoir effectivement ce qu'on appelle le blanchissement, parce que les coraux, je vous ai dit, sécrètent un squelette calcaire. Le calcaire, c'est blanc. Donc ce calcaire est recouvert par la gelée, j'allais dire, du corail vivant. C'est une espèce de mésoglète qui est transparente, mais les très belles couleurs des coraux sont dues justement aux algues. S'il n'y a plus les algues, on voit la petite pellicule vivante, mais qui est transparente, et le calcaire par en dessous. Donc vous avez quelque chose qui est blanc. Donc on parle de blanchissement du corail. Alors pendant un certain temps, le corail qui a expulsé ses zooxanthelles est encore vivant. Il est susceptible de capturer, comme je le disais, un petit peu de plancton, ce qui retarde l'échéance de mortalité par déficit alimentaire. Mais il y a une possibilité, c'est que si le stress, alors dans l'occasion thermique, est de courte durée, il va pouvoir y avoir une recolonisation des tissus des coraux par les zooxanthelles qui sont présentes dans l'eau de mer. Alors soit elles sont hébergées dans les tissus des coraux, soit elles sont dans l'eau de mer, et donc il peut y avoir effectivement cette association qui se refait à nouveau. Alors c'est pas les zooxanthelles qui étaient présentes dans les coraux, c'est pas les mêmes qui reviennent dans les coraux, mais c'est un pool d'algues qui est présent en milieu marin, et donc il va y avoir des remplacements, et d'ailleurs ça va permettre parfois d'avoir des modifications qui peuvent être favorables. Bon, donc si l'épisode de réchauffement est de courte durée, on peut espérer qu'il y a recolonisation et qu'il n'y a pas de problème pour les coraux en question. Si la durée du réchauffement dépasse 3 semaines, là c'est la mortalité assurée.
Alors, vous avez le mot acidification. Alors, c'est un autre problème qui est induit non pas par l'augmentation de température, mais qui est induit par le même mécanisme qui est à l'origine de l'augmentation de température. C'est l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc, le CO2, effectivement, s'accumule dans l'atmosphère et a cet effet de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que les rayonnements du Soleil arrivent sur Terre, une partie est réémise, normalement réémise dans le vide sidéral, mais il y a ce bouclier, ce plafond, hein, qui est fait par cette accumulation de gaz carbonique, et donc ces rayonnements butent sur ce plafond et reviennent sur Terre, d'où l'augmentation. Bon, c'est le phénomène de serre, c'est pour ça qu'on appelle ces gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un inconvénient, mais cette accumulation de gaz carbonique en excès, qui est liée au fait que nous utilisons des combustibles fossiles, hein, et qui, quand on les brûle, bah, ça émet du CO2, ce gaz carbonique va se dissoudre dans l'eau de mer. Et en se dissolvant, une partie va se dissocier en acide carbonique. Alors là, vous voyez, tout de suite, j'ai employé le mot acide, et effectivement, ce mot acide, eh bien, vous le mettez en relation avec l'acidification des océans. Alors c'est un terme que j'aime pas personnellement, parce que on est quand même en pH non acide, c'est-à-dire que la neutralité c'est 7. L'eau de mer, bah, quand j'ai fait mes études d'océanographie, c'était 8,2, 8,4. À l'heure actuelle, c'est plutôt 8,1. On a des projections qui montrent que ça va encore diminuer, mais pour l'instant, dans les projections, même les plus pessimistes, on est toujours au-dessus de 7, la neutralité. Donc on n'est pas en milieu acide. Mais on est dans un système d'acidification, puisqu'on diminue, hein, on tend vers un pH qui diminue, donc c'est le mot acidification est quand même justifié, puis maintenant il est passé dans les mœurs, donc c'est pas la peine de faire de combat d'arrière-garde. Mais donc vous voyez que cette accumulation de gaz carbonique que nous émettons dans l'atmosphère va avoir deux conséquences, une qui va être le réchauffement et l'autre qui va être l'acidification. Et ça, les deux conséquences vont avoir des impacts sur les récifs coralliens. Alors, maintenant, je vous ai donné, je vous ai dit, attention, les récifs coralliens sont menacés, je vous ai donné des explications, hein, sur les menaces qui pèsent, avec des problèmes locaux et des problèmes globaux. Donc maintenant, on avait un colloque quand même dont l'orientation était de dire, bah, d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire, et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait ? Et avec l'idée d'essayer de mettre en valeur des actions qui sont faites. Et c'est un peu pour ça que j'ai souhaité vous présenter ce film de l'IRD sur, j'allais dire, ce que l'homme peut faire pour essayer de maîtriser les pullulations d'étoiles de mer. Et donc on voit qu'il y a des populations locales, hein, et j'insiste là-dessus, qui effectivement se mobilisent par rapport à un problème spécifique pour essayer d'apporter une solution. Et je crois que ce film vous a bien démontré comment, sur un problème qui est pullulation d'un prédateur des récifs coralliens, comment l'homme peut intervenir. Alors il y a des problèmes d'échelle, hein, vous avez bien compris d'ailleurs qu'ils ne vont pas lutter sur toutes les acanthastaires du coin, mais en disant, tiens, on fait une frontière et on défend un territoire par rapport à cette limite qu'on a définie. On fait l'effort. Si on pouvait faire plus, bah, évidemment, on essayerait de régler le problème complètement, mais déjà, au moins, on limite. Donc, il y a des solutions qui existent et des gens qui mettent en œuvre des solutions. Alors, une des solutions, effectivement, c'est la création d'aires marines protégées. Alors ça, j'insiste vraiment là-dessus, parce que les aires marines protégées font que les coraux vont quand même subir les problèmes globaux, hein, de réchauffement et d'acidification, mais s'ils ne subissent pas d'autres contraintes, il va y avoir, on peut l'espérer, des phénomènes dits de résilience qui permettent aux coraux de se défendre plus ou moins par rapport à ces actions. Mais par contre, s'ils sont soumis à de multiples agressions, on a évoqué la surpêche, je pourrais évoquer l'agriculture qui enrichit le milieu, qui entraîne de l'eutrophisation, enfin, il y a tout un tas de problèmes locaux qui peuvent interférer. Donc si par le biais des aires marines protégées, on peut faire en sorte de minimiser les autres impacts, on peut espérer que les récifs vont se défendre par eux-mêmes, et en tout cas c'est la moins mauvaise solution qu'on ait trouvée pour l'instant. Hein. Donc
je pense que la création d'aires marines protégées est quelque chose à vraiment encourager. Au niveau international, il y a des engagements qui ont été pris, et donc la France d'ailleurs tient ses engagements pour l'instant. Bon, simplement, ce que l'on aimerait, c'est que ce ne soit pas que des engagements sur le papier où on décrète que telle zone est une aire marine protégée, mais si on ne paie pas les moyens pour surveiller qu'il n'y a pas d'action néfaste dans l'aire marine protégée, même si sur le papier elle a été décrétée aire marine protégée, c'est pas ça qui va faire évoluer la situation. Donc il y a des besoins, il y a de moyens, et bon, vous savez à l'heure actuelle que les moyens, on en manque, hein, et il faudrait des moyens dans tous les domaines, et il y a des choix politiques de priorité à faire, bien entendu. Bon, évidemment, comme j'ai évoqué ces problèmes de surveillance, vous avez surveiller comment il y a une évolution des coraux, savoir comment ça se passe dans les différents endroits. Identifier des zones refuges, ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a des coraux qui poussent dans des endroits où, compte tenu de ce que l'on sait de leur physiologie, ils ne devraient pas pousser. Donc ils sont déjà adaptés à des conditions défavorables et néanmoins ils résistent. Donc c'est très intéressant d'identifier ces zones et de les protéger en se disant c'est peut-être là un réservoir qui permettra de recoloniser ultérieurement si les problèmes diminuent. Alors, vous avez ce mot en bas, augmenter la résilience, hein, c'est un mot que j'ai déjà employé, qui était employé dans le film d'ailleurs, précédent, et on est dans une problématique justement de voir s'il ne peut pas y avoir des formes d'acclimatation par rapport à des phénomènes négatifs, hein, comme l'augmentation de température ou l'acidification, et à ce moment-là, se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas aider? Finalement, on arrive de l'écologie assistée, hein, en disant on va faire en sorte que des animaux qui sont sensibles, quand ils sont préexposés à un stress, il y en a qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont résister, et donc on a tout un intérêt à identifier ces formes résistantes qui permettront peut-être de recoloniser ultérieurement. Donc cette préexposition, cette évolution assistée, c'est de l'écologie, de l'ingénierie écologique sur laquelle d'ailleurs un certain nombre de gens ne sont pas d'accord, hein, en disant on ne doit pas intervenir. Vous l'avez d'ailleurs entendu dans le film précédent sur Acantaster, hein, le débat a été clairement posé en disant est-ce qu'on doit intervenir ou pas. Bon, il y a des choix qui ont été faits localement en disant on intervient, mais la communauté scientifique s'interroge en disant est-ce qu'on a une légitimité à intervenir et à modifier la nature. Alors, les actions globales, évidemment, alors vous avez, moi je mettrais plutôt en local, les mouillages éco-conçus. Alors effectivement, quand vous avez un bateau qui va mouiller son ancre et qui va avoir une chaîne, eh bien les courants font que le bateau va évoluer et qu'on a la chaîne qui va raguer sur les coraux et abîmer. On a des images extraordinaires là où il y a des corps morts sur lesquels les gens viennent s'amarrer sur la bouée, mais avec une chaîne de fond et qui rague, on a un cercle parfait d'élimination des coraux. Quand on a une photo aérienne, les drones à l'heure actuelle sont très utiles pour cartographier ce genre de choses, on a vraiment un cercle parfait d'élimination des coraux. Donc on se rend compte que les dégâts faits par les chaînes qui raguent sur le fond sont très importants. On a la même chose ici avec les herbiers, hein. Mais donc d'avoir des mouillages éco-conçus, c'est-à-dire avec une bouée en réalité qui est à mi-hauteur dans l'eau, qui fait que ça soulage la chaîne pour éviter justement ce ragage. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être développé à l'heure actuelle. Alors, restaurer des récifs endommagés, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'on doit intervenir ou pas, point d'interrogation. Alors le mot bouturage. Effectivement, on s'est rendu compte que quand il y a un cyclone qui passe, on a destruction physique d'un certain nombre de branches de coraux qui tombent sur le fond, et puis qui, au lieu de mourir, ça fait un démarrage de quelque chose, dans certains cas. Et donc, on s'est dit, après tout, si on fragmente volontairement des bouts de coraux et qu'on les met dans de bonnes conditions, on va pouvoir les faire pousser. Et c'est une chose qu'on fait maintenant très, très couramment en aquarium. Je dois vous dire que quand j'ai commencé ma carrière à l'Aquarium de Monaco, qui pourtant avait une bonne réputation, quand on gardait les coraux vivants de l'ordre de 6 mois, on était relativement fiers de nous. Je peux vous dire à l'heure actuelle qu'au niveau
global des aquariums français, nous sommes producteurs de coraux et non plus consommateurs sur le milieu naturel. Donc, par le bouturage, on les multiplie, on les échange, et donc on est dans un système maintenant où effectivement on n'est plus tributaire de prédation, je dirais, sur le milieu naturel. Donc le bouturage, ça marche bien. Ce qui a donné l'idée, d'une part, de faire du bouturage qui permettra de remettre des coraux en milieu naturel, mais d'autre part, de les garder comme banque de gènes en aquarium. Donc vous avez ce mot élevage in aquario. Bon, ça c'est des choses évidemment qui se font de manière intéressante. Alors je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous avez le mot gamète là qui apparaît, je vous ai dit tout à l'heure que les coraux se multiplient donc par bourgeonnement. Un polype donne 2 polypes, chacun des 2 polypes en redonne 2, donc on va avoir une croissance de la colonie, tout en vous disant, du point de vue génétique, c'est le même pôle génétique, c'est du clone. Mais il y a également une reproduction sexuée. Donc on va avoir émission de gamètes. Alors ce qui est très étonnant, c'est que c'est complètement fixé par le rythme lunaire, et donc on a des espèces qui pondent 1 fois par an. Il y a des espèces qui pondent 1 fois par mois. Et vraiment, le rythme lunaire intervient, ce qui fait que maintenant qu'on a observé ces pontes, on sait prévoir, on sait à quel moment telle espèce va pondre, ce qui permet éventuellement d'aller récupérer les gamètes en question et de faire de l'élevage. Alors, il se trouve qu'un consortium d'aquariums français a fait ça avec le support, évidemment, d'un aquarium qui est en Guadeloupe. Et c'est un programme qui a bien marché sur 2 espèces, où il y a eu la collecte des gamètes au moment de la ponte, et puis l'élevage en aquarium de ces coraux, et avec remise en milieu naturel d'une partie des coraux qu'on avait pu élever. Donc techniquement, ça marche. Alors maintenant, du point de vue écologique, est-ce que c'est raisonnable de remettre en milieu naturel des animaux qu'on a sauvegardés à l'abri de prédation? Donc il se peut qu'on remette des animaux un peu faiblards en milieu naturel, animaux qui auraient disparu naturellement, mais que sous la main de l'homme, comme l'on dit, on a pu préserver. Donc, qu'est-ce que ça va donner ultérieurement? Ce sont des points d'interrogation. Mais enfin, donc, pour l'instant, il y a quand même une volonté de se dire, on pourrait préserver un patrimoine génétique de coraux dans des endroits où ils sont très menacés en faisant ce genre de choses. Alors, quand vous avez collecte de gamètes et élevage en aquarium, on en est même à l'idée de la cryopréservation, c'est-à-dire une fois qu'on a les embryons, eh ben, de les garder congelés, parce que ça prend moins de place, et éventuellement, ultérieurement, de les réutiliser. Donc, vous savez qu'il y a une banque de semences mondiale qui a été créée. Au petit pied, on envisage quelque chose d'analogue pour les coraux. C'est ce que vous avez créé, une banque mondiale de souches de coraux. Bon. Je vous laisse méditer sur développer des mécanismes de financement de la conservation. Il y a toujours besoin d'argent, bien entendu. Alors, les solutions locales, on revient à une forme très particulière d'aires marines protégées, ce sont les aires marines éducatives. C'est un sujet qui a été évoqué lors d'une conférence précédente. Ça vient des îles Marquises. L'Agence des aires marines protégées avait envisagé de créer une aire marine protégée aux îles Marquises, et donc avant de créer une aire marine protégée, bien entendu, on essaye de mettre dans le coup toutes les parties prenantes, tous les usagers, et donc il y a eu des discussions, et une jeune collégienne à un moment a dit, mais pourquoi est-ce que nous on n'aurait pas notre aire marine protégée? Et ça donnait l'idée de faire quelque chose spécifique au niveau d'une... Alors il se trouve que l'instituteur, non j'ai dit collège, donc c'est bon, l'enseignant était en même temps le maire du village, ce qui facilite éventuellement les choses. Et donc, il y a eu une décision de créer une aire marine éducative, et ce sont les enfants qui gèrent. Et
Compte tenu des résultats qui ont été obtenus, parce qu'ils se sont totalement investis, eh bien, c'est un mouvement qui s'est diffusé, d'abord en Polynésie, puis en métropole. Donc, on a un certain nombre d'aires marines éducatives. Et là, vraiment, ce sont des écoles qui prennent en charge un petit bout de littoral et qui font un suivi de ce qui s'y passe et qui demandent qu'il y ait des mesures de protection. Donc, c'est très efficace parce qu'il y a le côté éducatif, quelque chose de très, très important. Bon, la réimplantation de coraux en milieu naturel, je l'ai déjà évoqué. Donc vous voyez là ce qu'on appelle des tables de corail, sur lesquelles on peut faire de l'élevage, puis ensuite on réimplante. Alors ça se fait déjà depuis un certain nombre d'années, puisqu'on évoquait les mécanismes de financement. Il y a un certain nombre d'hôtels de luxe, les resorts, qui proposent à leurs résidents d'adopter un corail. Et donc, il y a des équipes qui vont faire cette réimplantation de coraux, puis on met le nom de la personne qui a financé, puis on photographie une fois de temps en temps, on envoie une photo au parrain donc, du corail en question. Mais en général, comme c'est fait sur des structures qui sont des structures métalliques, eh bien, s'il y a un cyclone qui passe, tout est emporté. C'est-à-dire que l'efficacité de ce genre de choses, à long terme, pour l'instant, n'est pas encore prouvée. C'est une bonne démarche, a priori, mais dont l'efficacité reste encore un peu limitée. Bon, l'implication des communautés locales, c'est une évidence. Je crois que de toutes les manières, pour la gestion du milieu marin, nous n'aurons de résultats que si les personnes concernées sont impliquées et jouent le jeu, parce qu'on aura réussi à les convaincre de l'intérêt de mesures de protection qui ont des effets, j'allais dire, restrictifs par rapport aux habitudes, mais que les gens soient conscients que c'est pour le bénéfice de tous et donc acceptent effectivement ces mesures éventuellement restrictives. Alors, ce que l'on peut faire individuellement, parce que ça, c'est bon, je vous ai donné des... Quand je vous dis, bon, réimplanter des coraux, vous allez me dire, oui, mais moi, à Trébeurdin, je ne suis pas en capacité de réimplanter des coraux. Je ne vais peut-être pas me payer un voyage aux Maldives, avec un bilan carbone quand même assez catastrophique, aller dans un resort de luxe que vous avez évoqué, pour mettre quelques dollars, pour qu'on mette des coraux. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Bon, ben nous, effectivement, déjà, il y a choisir des ressources de la mer durables. Alors ça, c'est un sujet qu'on a abordé avec Armor Science à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs conférences sur ce sujet. Et il y en aura encore à venir, parce que c'est un sujet qui nous semble important. Donc, effectivement, il est tout à fait légitime de consommer des produits issus de la mer, mais essayons de le faire de manière raisonnable et durable. Bon, j'ai évoqué les problèmes de crème solaire tout à l'heure, donc il existe des crèmes solaires qui n'ont pas d'impact. Il existe des pays où la réglementation impose d'utiliser ce type de crème solaire, ça y est, c'est déjà dans les tuyaux, c'est passé. Bon, vous avez ce mot « réduire sa consommation d'eau ». Oui, réduire la consommation d'eau, c'est important. On ne se rend pas compte à l'heure actuelle, parce que nous, on a une chance inouïe, on a de l'eau à disposition, et on ouvre le robinet, et on a de l'eau et de l'eau potable en plus. Enfin, c'est extraordinaire. Si vous regardez un petit peu dans le monde, quelle est la proportion d'humains qui ont accès à l'eau potable, vous allez voir que nous sommes hyper privilégiés. Il faut en être conscient. Donc, ça serait légitime, j'allais dire, de ne pas la gaspiller. Bon, réduire la consommation d'énergie, c'est une évidence, parce que si on réduit la consommation d'énergie, on réduira, de facto, la consommation de gaz carbonique émis dans l'atmosphère. Bon, si on va sur les récifs coralliens, ne pas toucher les coraux, oui, bien sûr, parce qu'on peut les abîmer de manière mécanique, mais simplement, avec nos petits doigts, on est porteur de tout un tas de choses qui ne nous gênent pas, nous, mais qui peuvent tout à fait impacter les coraux. Bon, les déchets. Alors, je dirais avant de les ramasser, ne pas jeter les déchets. Et puis, s'il y en a, effectivement, d'avoir cette action de collecte. Alors, je renvoie à un film que certains ont pu voir récemment, où, effectivement, il y a eu une opération de collecte de déchets, comme il y en a un peu dans toutes les communes littorales. Il y avait une opération sur Plumeur-Baudou. Il se trouve que, bon, j'ai une maison à Plumeur-Baudou, que je fais partie d'une association, la PAM, pour ne rien cacher, et que donc j'ai suggéré qu'un film
soit tourné à cette occasion avec Armor Science et TV Trégor, donc film qui a pu être présenté sur le stand d'Armor Science, là pendant tout le salon, puis qui a été projeté ici également. Donc, ramasser les déchets, oui, mais je l'assortis quand même d'un certain nombre de précautions. Dans les déchets, malheureusement, il y a des seringues. Et les seringues, si on se pique avec une seringue usagée, ça peut ne pas être anodin. Donc, le ramassage des déchets, oui, mais en prenant des précautions, notamment des gants et des gants épais. Et personnellement, je ne suis pas très favorable à associer les enfants à ce genre de démarche, compte tenu du risque éventuel, où nous, on fera attention, où un enfant n'aura pas forcément une attention suffisante pour éviter justement un accident qui serait très préjudiciable. Donc, ramasser les déchets, oui, mais avec précaution. Alors, les mouillages, jeter l'encre, et là, vous voyez, dans les zones loin des récifs, alors ça ne nous concerne pas, mais et des herbiers. Et alors, des herbiers de Zoster, ici, on a cette chance. Les herbiers de Zoster sont des zones extrêmement riches, que l'on a intérêt à protéger. Et donc, au niveau des mouillages, ne pas faire n'importe quoi, et notamment dans les herbiers. Alors, devenir bénévole dans des associations locales, s'il en existe, effectivement, il y a, et moi je ne dirais pas forcément local, parce que je ne connais pas Surfrider localement. Alors il y a Surfrider en Bretagne, mais pas à Trébeurdin, donc le mot local, il faut le donner une extension, mais il y a beaucoup d'associations qui s'impliquent dans la protection de l'environnement marin et pourquoi pas effectivement s'investir auprès de ces associations serait effectivement quelque chose qui peut contribuer. Alors, si vous souhaitez avoir des informations sur le colloque, là je vous ai présenté un résumé bien entendu, vous pourrez retrouver effectivement sur le site de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité ou sur le site de la plateforme Océan et Climat, vous pourrez retrouver donc ces informations et je vous remercie pour votre attention.